Téléspectateurs de la voix Diaspora 224, bienvenue. Avec les échanges informels, la voix Diaspora 224 donne la parole aux personnes issues de l'immigration pour parler de leur parcours, de leurs projets, de leurs ambitions, leur mode de vie, le tout avec des anecdotes qui émerveillent votre curiosité. La France, à l'instar des autres pays de l'Union européenne, est aujourd'hui un foyer essentiel de la diaspora africaine, avec des profils différents, des diplômés de grandes écoles aux ouvriers moins qualifiés. Mais tous ont en commun la recherche du bien-être. Parmi eux, ceux qui se démarquent et deviennent des cas de réussite fulgurantes, et d'autres qui, malgré toutes les bonnes volontés, ne parviennent malheureusement pas. Et dans cet autre numéro de notre podcast, nous avons l'honneur et l'agréable plaisir de recevoir sur notre plateau M. Jean Dibndour, entrepreneur d'origine sénégale qui a accepté volontiers de répondre à nos questions. Bonjour mon cher Jean. Bonjour mon cher Palidou. Parfait. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Et Jean, tout de suite, pour commencer, je voudrais vous demander, est-ce que vous pouvez vous présenter et retracer votre parcours, s'il vous plaît? Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Jean Dibndour, je suis originaire du Sénégal. Je suis né dans un petit village au fin fond du Sénégal, un village à l'époque où il n'y avait pas le collège, il y avait l'école primaire. On a dû aller dans une autre ville, puis après l'université de Dakar, puis après la France pour les études. Et aujourd'hui, voilà, on est là. Je suis dans l'entrepreneuriat, comme tu l'as si bien dit. Je suis également écrivain avec 3 ouvrages à mon actif. Donc, voilà, d'une manière assez succincte, petit parcours, on va dire. Merci. Alors, sans même pour autant entrer dans les détails, ça ressemble à un très bel parcours, hein. On en reviendra tout à l'heure. Alors, parlant de votre parcours, de votre arrivée, je voudrais savoir, Monsieur Jean, comment s'est déroulée votre installation en France? Alors, l'installation en France était, bon, je vais dire, comme beaucoup de gens qui viennent étudier ou beaucoup de gens qui ont quitté leur terre pour retrouver une autre terre. C'était pas relativement facile puisqu'il y a une forme de déracinement. On quitte son cocon familial, on quitte ses amis, on quitte voilà, son endroit, son atmosphère, et voilà qu'on se retrouve dans d'autres horizons qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc forcément, il y a ce petit tiraillement, ce petit déchirement qui fait qu'on a du mal à trouver sa voie, en tout cas pour les premières semaines, voire les premiers mois. Donc j'avais aussi la chance d'avoir une famille qui était déjà ici, donc ça m'a un peu facilité la tâche, même si le chagrin était là d'avoir quitté ma terre natale, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Oui, ça peine toujours de tout quitter et de s'installer dans un nouvel endroit, dans un nouveau pays. Et comment, cette fois-ci, ici, je vais essayer de vous poser la question sur les difficultés que vous avez rencontrées lors de vos premiers pas en France ou après, en tout cas, avoir quitté votre pays natal. Alors, les difficultés étaient
beaucoup, je dirais, d'ordre sociétal. Parce que je me rappelle encore une petite anecdote où, vous savez, le respect en Afrique, on a des personnes âgées. J'étais dans le bus, j'étais sur Paris, je me suis levé pour céder la place à une personne âgée. C'est accroché à son sac, croyant que je voulais lui piquer. Donc, et au début, je disais bonjour, on me regardait d'une manière assez bizarre. Donc, ce sont des choses qui étaient pour moi normales, avec lesquelles j'ai grandi. Le respect des anciens. Et bon, j'ai compris que chaque peuple avait ses réalités. Et effectivement, c'est ce tiraillement qui était relativement très difficile pour moi à vivre, mais j'ai pu trouver ma voie et ma foi, m'adapter aux réalités que j'ai trouvées sur place. Ok. Monsieur Zan, cette fois-ci, la question, on sait que vous êtes venu en France dans le cadre des études. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu sur les démarches à votre époque, s'il vous plaît? Bon, à mon époque, je pense que c'était relativement peut-être moins compliqué que maintenant, parce que j'entends pas mal de nos jeunes frères, nos neveux, nos cousins qui galèrent énormément. Et nous, bon, on était dans nos chambres d'étudiants à l'université Cheikh Anta Diop à Dakar. On cherchait toutes les universités de France. Il y a même des villes qu'on ne connaissait pas et tout, mais il fallait envoyer plein de prescriptions. Une fois qu'on était accepté, ma foi, les démarches étaient quand même à l'époque relativement moins compliquées qu'aujourd'hui. Donc, on a eu cette chance de pouvoir, même s'il y avait un budget financier, même s'il y avait une aide voilà, des parents ou d'autres personnes qui pouvaient nous soutenir, c'était quand même comparé à maintenant, c'était quand même relativement moins difficile, je l'avoue. On a eu cette chance-là, en tout cas. Et justement, et dans votre pays, j'imagine quand même que la société était organisée de telle sorte que les gens s'entraidaient. Est-ce que quand vous êtes arrivé en France, à travers le dépaysement et tout, est-ce que c'était de la même façon ou comment était organisée, en quelque sorte, la communauté africaine à Metz? Oui, comme tu l'as assez bien dit, on est quand même partout en Afrique, des sociétés, on va dire, très, très solitaires, où l'entraide a vraiment voilà, sa place dans la société. C'est vrai qu'ici, bon, à part quelques amis, quelques personnes que tu pouvais rencontrer avec qui tu avais une très bonne entente, c'était pas aussi bien organisé qu'en Afrique. Donc c'est pour ça, bon, il y a aussi, comme beaucoup en souffrent, il y a aussi cette solitude qui nous fout droit, qui, malheureusement, étudiants, les moyens ne suivent pas, il n'y a pas cette communauté qui est derrière. Donc il y a beaucoup qui souffrent également de cette solitude, puisque, effectivement, en Afrique, si on est seul, c'est parce qu'on le veut bien. Sinon, il y a toujours quelqu'un, on est toujours entouré, il y a la famille, on peut sortir, il y a les amis, ce qui n'est pas forcément le cas ici. Et voilà, ce fut une forme de problématique de ne pas pouvoir retrouver une communauté. Quand bien même il y a pas mal d'associations africaines de chaque pays, plus ou moins. Mais bon, ça reste des événements sporadiques. Donc au quotidien, on n'est pas vraiment entouré. Cette solitude était quelque chose d'assez difficile à vivre, en tout cas pour moi d'ailleurs, et comme pour beaucoup de mes compatriotes ou d'autres Africains que j'ai eu à rencontrer, en effet, oui. Oui, justement, il me semble que c'est le cas aujourd'hui encore, même si ces derniers temps, la communauté s'est quand même beaucoup plus accentuée, que ce soit à Metz ou dans les autres villes. Alors, cette fois-ci, on va parler de votre métier, de ce que vous êtes aujourd'hui. On a parlé du passé un peu, mais là, d'où vous êtes venu l'idée d'entreprendre? Alors, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je dirais, que ma mère avait sa petite son tout petit commerce, donc forcément c'est quelque chose qui nous reste depuis l'enfance. Avec un grandissant, je me suis dit pourquoi pas m'aventurer sur ce terrain qui n'est pas voilà, un fleuve tranquille, il faut l'avouer, mais c'est la passion du partage, de l'échange, de cette forme de liberté, même si on a d'autres voilà, difficultés liées justement à ce qu'il faut tout gérer, il faut être présent, il ne faut pas compter ses heures, voilà, il faut il faut être toujours en veille, essayer de faire vivre ce projet. Mais c'est voilà, quelque chose d'extraordinaire, de formidable. Toutes ces belles rencontres qu'on tisse, ces liens très forts qu'on arrive à tisser à travers l'entrepreneuriat. Et j'encourage tout chacun de ne pas avoir peur et d'oser, tout simplement, puisque nous autres Africains immigrés, forcément, c'est un créneau où on y va avec le frère en main, on se dit ah oui, mais il vaut mieux un petit salaire, on est sécurisé, salaire. Et entreprendre, c'est un gros point d'interrogation. Donc, mais tous les ingrédients, il n'y a pas de raison, quel que soit le secteur où vous êtes, si vous avez cette envie, voilà, mettez les choses bien et avancez, osez, voilà. Vous avez un projet quand même ambitieux, comme vous venez de le dire d'ailleurs, un très bel projet, et le concept du café littéraire, et qui est devenu aujourd'hui café culturel. Pourquoi ce concept? Alors,
café littéraire, bon, après ça s'appelait café littéraire, donc ça parlait beaucoup plus de littérature. Et ici, à Differdange, c'est café culturel, donc ça englobe aussi la littérature. On va dire c'est un peu plus large, mais c'était plus au-delà du business, puisque effectivement, il faut payer le loyer, il faut payer les charges, mais au-delà de ça, c'était aussi une manière de tisser des liens, une manière, parce que la culture est un véritable trait d'union entre les peuples. Là où il y a de la musique, là où il y a des rencontres littéraires, il y a du théâtre, il n'y a plus de couleur de peau, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de différence. Et donc moi, j'ai toujours vécu justement aussi à travers voilà, mes parents qui étaient très ouverts, la maison ne désemplissait pas, on rencontrait toutes sortes de personnes. J'étais dans cet esprit-là de tisser les liens, de continuer à nous unir, d'autant plus qu'on vit dans une société où on se regarde presque en chienne faïence, ou voilà. L'intégration pour tout le monde, en tout cas le vivre ensemble, certes c'est prôné partout, mais parfois c'est pas dans la réalité. Et la culture reste véritablement quelque chose, un catalyseur, quelque chose qui peut rassembler les peuples. C'est dans cet esprit-là qu'il y a eu le café littéraire et le café culturel d'une manière beaucoup plus générale. Effectivement, et votre café dans lequel d'ailleurs nous sommes aujourd'hui pour réaliser cette émission est surtout connu par un ancrage très très fort auprès de sa clientèle. D'abord de Metz et ensuite au Luxembourg. Comment vous l'avez fait et quel est votre petit ou grand secret, s'il vous plaît? Oui, bon, effectivement, on était à Metz, rue de la Fontaine. Là, actuellement, on est au Luxembourg, dans la ville, troisième ville du pays, Differdange, au 30 avenue de la Liberté à Differdange. C'est vrai que, au-delà de ma modeste personne, bon, les gens disent, tu restes le capitaine de bateau, mais au-delà de ça, ce sont toutes ces personnes, parce que les belles personnes attirent les belles personnes, les gens de culture attirent les gens ouverts d'esprit attirent les gens ouverts d'esprit, les gens qui ont envie de tendre la main, quelle que soit la couleur, ont envie que l'autre main vienne aussi. Et c'est dans ce yin et le yang peut-être qu'on a su justement voilà, faire vivre ce lieu et que les gens, même de Metz, continuent à venir ici, parce qu'ils retrouvent ces mêmes personnes, des gens simples, des gens qui ont juste envie de partager des moments de bonheur, de simplicité, au-delà de nos différences socio-culturelles. Oui, effectivement, parlant de Metz, on sait que Metz, c'est votre ville de cœur. C'est une ville, en tout cas, dans laquelle où vous étiez et que vous aviez d'ailleurs apprivoisé ou conquis le cœur des habitants. Et pourquoi avoir choisi de déménager? Est-ce qu'il y a eu des circonstances qui ont occasionné cela? Bon, après, c'est vrai que il y a eu pas mal de polémiques, où tout le monde le sait, hein. On m'accusait de faire la bouffe africaine alors que j'avais pas de cuisine. Voilà, c'était le bruit que je respecte. D'ailleurs, c'est l'heure du préfet, puisqu'à l'heure pile, j'étais dans l'obligation, je le savais, de respecter, puisque je me devais justement, parce qu'il y avait tout le temps la police. Mais au-delà de ces petites bisbilles, il y a eu de très belles personnes à Metz qui véritablement ont soutenu le café, qui ont fait que le café à Metz, le café littéraire, a pu tenir pendant 6 ans. Donc 6 ans pour un entrepreneur, ce n'est pas 20, c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup non plus. Mais c'est quelque chose qu'on a pu tenir, surtout parce qu'il y a eu de très belles personnes. Donc il y a eu beaucoup de problématiques liées au racisme, ça il ne faut pas le nier. Mais on ne s'est pas attardé sur cela, même si parfois ça peut faire du mal si vous êtes indexé par rapport à votre couleur de peau ou autre. Vous n'avez absolument pas grand-chose à vous reprocher. Et je retiens surtout ces belles personnes qui ont enseigné le lieu, ces belles personnes qui ont fait vivre le lieu pendant 6 ans, quelle que soit leur différence de couleur d'ailleurs, hein, des gens qui venaient de partout. Et c'est cela qui fut ma force. Et bon, avec vraiment en ville de cœur, comme tu le dis bien, mais ça reste dans nos cœurs. Et c'est toujours un plaisir de me trouver des gens de Metz qui viennent aussi à Differdange, puisque c'est à l'autre bout, de l'autre côté de la frontière, comme beaucoup de personnes qui traversent la frontière et qui viennent au Luxembourg aussi travailler. Ouais. Oui, mon cher Jean, d'ailleurs, en parlant de cela, effectivement, malgré toutes ces circonstances, mais vous avez quand même pu rebondir de la plus belle des manières, en voyant les locaux que vous occupez aujourd'hui sur 2 niveaux. Je peux dire que vous êtes un modèle voilà, pour la communauté, un modèle de courage. D'ailleurs, je vais parler effectivement de ce courage-là. On dit souvent qu'il faut être organisé, qu'il faut être fort mentalement et bien réfléchi, mais surtout, il faut avoir beaucoup de courage pour entreprendre et surtout quand on est un homme, il faut le dire, quand on est un homme noir en France. Est-ce que vous partagez cet avis? Je partage parfaitement cette vision. C'est vrai que justement, ce sont tous ces points que tu as cités, qui sont extrêmement importants dans l'entrepreneuriat, qui font que beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de nos Africains ou autres, n'arrivent pas à franchir ce cap parce qu'ils se disent non, ça ne va pas.
quand bien même tout est organisé, il y a cette peur qui est en nous, on se dit est-ce que ça vaut la peine? Ou alors il y a pas mal de bâtons par rapport à pas mal de choses qui font qu'on se dit, mais il ne faut jamais rien lâcher, parce que, comme on dit, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Il faut y croire, aller à fond. C'est pas facile parce qu'il faut du temps, il ne faut pas dormir, il faut réfléchir, il faut être en veille, il faut. Mais c'est un très beau challenge et c'est une fierté personnelle, justement, quand vous vous dites que ce dont vous aviez rêvé, ce que vous vouliez réaliser, enfin vous l'avez réalisé. Personne ne peut vous le retirer. Quand bien même demain vous direz au moins je l'ai fait et vous ne partirez pas avec des regrets. Donc ceux qui veulent surfer sur ce créneau, n'hésitez pas, osez, entreprenez. Et puis après, ma foi, ça ne peut que réussir si vous mettez tous les moyens en tout cas. Oui, effectivement, quand on donne tout, on met le tout à fait. Alors, à l'entente de cette émission, vous nous avez fait comprendre quelque chose que nous savions, que je savais et également bien avant, que vous êtes écrivain, auteur de plusieurs ouvrages. Je vous laisserai tout à l'heure revenir sur ces ouvrages, et comédien également. Et expliquez-moi comment vous arrivez à concilier entre la littérature, l'entrepreneuriat, la scène et la vie de famille, bien évidemment. Bon, certains me taquinent me disant qu'en Afrique, il n'y avait pas de pédopsychiatre, parce que quand j'étais petit, mes parents auraient dû m'emmener pour canaliser toute cette énergie, parce que c'est vrai que depuis tout petit, j'ai toujours aimé faire plusieurs choses à la fois. Il faut arriver au moment aussi où il faut se canaliser. Mais je suis passionné par le théâtre, je suis passionné par l'écriture, tu l'as assez bien dit, j'ai écrit 3 ouvrages. L'esprit aussi, l'envie aussi de partager, parce que quand on écrit, quand on joue théâtre, on partage quelque chose avec le public. Donc c'est ça qui m'a façonné, c'est ça qui m'a fait grandir. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé surfer un peu sur tout. C'est vrai qu'il faut pas arriver à se canaliser, mais c'est une passion. Et puis, il faut vivre de sa passion. Et comme je l'ai dit tantôt, qu'il n'y ait point de regret. Au moins, on aura fait, voilà, on aura apporté notre petite pierre à l'édifice et on aura cultivé notre jardin, comme on dit souvent. Alors justement, chers téléspectateurs, comme disait notre invité tout à l'heure, notre invité est écrivain et auteur de 3 ouvrages dont je le laisserai d'ailleurs présenter. Nous avons sous les yeux le tout premier, il me semble, c'était La sagesse venue d'ailleurs, qui est un recueil de poèmes, c'est ça? De poèmes, de transmission, voilà, c'est un petit éloge, on va dire, à l'oralité en Afrique. Voilà. Des mots, en effet. Et on a le second qui est Le Soleil voilé, toujours signé Jean Dibdou. Et le troisième, le dernier bébé d'ailleurs, qui est Itinéraire d'un enfant d'Afrique. Qu'est-ce que vous pourrez nous en dire sur ça et quand est-ce que le 4e? Alors, l'écriture aussi a toujours été une passion depuis tout petit. Je me rappelle encore quand on était au primaire, qu'on écrivait les petits mots pour les copines. Je t'aime comme l'oiseau est je t'aime comme le poisson est bleu. Donc j'aimais bien écrire ces petits poèmes, ces petits textes. Et c'est quelque chose qui m'a poursuivi, on va dire. J'avoue que la nostalgie, on en a parlé tout à l'heure, c'est la solitude. Moi aussi, quand je suis arrivé en France, cette solitude m'a aussi poussé à me remémorer de mon enfance et à tout mettre sur papier. Et l'écriture fut une forme de thérapie pour moi-même. C'est vrai que voilà, je continue d'écrire. Là, avec l'entrepreneuriat, ce n'est plus si évident, mais j'ai commencé un 4e qui est en cours et j'ose espérer que le moment venu, le bébé sera né et voilà, il viendra en tout cas enrichir voilà, ces quelques plumes, ces quelques pages qui sont surtout dans l'échange, dans le partage. En tout cas, on a hâte de découvrir le 4e bébé qui va, je l'espère bien, arriver très bientôt. Alors, cette fois-ci, mon cher invité, je vais vous kikiner un peu s'il le faut d'ailleurs. On vous connaît aussi d'ailleurs d'être très drôle. Oui, et vos posts sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, TikTok, en font foi. Et d'où vous vient cette bonne humeur, cette joie de vivre? Voilà aussi, je pense qu'on a, même quand on grandit, il y a toujours cette part de notre enfance qui nous suit, qui nous poursuit et dont on a du mal à se délaisser. C'est vrai que quand j'étais petit, je faisais énormément rire les gens, je faisais du théâtre aussi et j'avais toujours le rôle le plus drôle. Et au moment où on appelait l'homme qui aimait les haricots. Donc ça a fini aux toilettes. Ça, c'est une pièce dont mes anciens camarades de classe au primaire et au collège me taquinent toujours. C'est vrai que voilà, j'aime bien partager parce que le rire est contagieux et là où il y a du rire, il y a de la joie, il y a du bonheur et il y a du partage aussi. Et en faisant rire,
certainement ceux qui rient aussi m'apportent énormément. Donc, il y a une forme de donner et de recevoir, comme j'aime bien le dire, dans l'humour quelque part. Et l'humour est aussi thérapeutique, l'humour apaise les cœurs, l'humour nous donne quelque chose, l'humour est quelque chose d'extraordinaire. Donc, quelque part, même si on n'est pas parfois bien, on peut pas, voilà, on n'est pas non plus des robots, mais rions, partageons le rire et continuons à nous enrichir à travers le rire, le partage et l'échange en tout cas. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, vous êtes sans doute un modèle d'intégration hein, pour toute la communauté, mais vous continuez encore à avoir cet ancrage avec les valeurs traditionnelles, les valeurs qui vous viennent tout droit de votre pays. Ça se voit à travers votre quotidien de tous les jours, votre accoutrement. Est-ce que vous pouvez voilà, nous en dire quelque chose sur comment vous arrivez à lier ici l'Occident à l'Afrique? Ça, c'est un sujet, une question extrêmement importante, même toutes les autres ont été importantes, mais c'est un sujet qui me tient véritablement à cœur, parce que il ne faut jamais se renier, il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Parce qu'il y en a certainement qui sont là, ils se prennent peut-être parfois, ou ils sont bien intégrés. C'est quoi l'intégration finalement? Ou alors il y a certains politiques qui nous poussent à se dire, soi-disant, il faut s'assimiler. On le voit maintenant avec Zemmour, avec le tailleur, il faut se renier. Il y en a même qui te poussent jusqu'à dire, il faut changer de prénom. Mais on va aussi se peindre en blanc. Mais non, on restera ce que l'on est. Donc, enracinement, il faut être enraciné. Ce qui nous empêche guère d'être ouverts, de pouvoir vivre voilà, dans la société dans laquelle, partout où vous m'emmenez aujourd'hui en Europe, je peux vivre, ce qui ne m'empêchera nullement pas d'être ancré dans mes traditions, dans mes racines, voilà, à travers mes tenues vestimentaires, à travers mon langage, à travers l'explication, à travers ma culture que je fais vivre au travers de mes livres. Donc ne jamais, au plus grand jamais, se renier pour rien au monde. S'intégrer, s'ouvrir à l'autre, mais s'enraciner encore et toujours. Car l'arbre ne peut accroître, ne peut grandir que s'il est enfoncé d'une manière bien et forte dans ses racines. S'enraciner encore et toujours. Voilà, nous tendons bien évidemment bientôt vers la fin de cette émission, mon cher Jean. Alors, quel regard vous portez ici ou quel conseil vous avez à donner sur la nouvelle génération qui est arrivée ou qui arrive encore en France, surtout quand on parle ici de l'intégration, mais on parle bien évidemment de garder les liens qu'on a de l'Afrique. Quel regard aujourd'hui vous avez et quel conseil vous donnerez à cette nouvelle génération? Alors là également, c'est quelque chose où, bon, vu notre jeune âge ou pas, on est parfois décalé parce que c'est une jeunesse qui est véritablement beaucoup sur le numérique, sur le téléphone, sur les réseaux sociaux. Il y a une forme de décalage. Mais il faut certes vivre avec son temps, ça, il faut le faire, puisque autrement on risque d'être largué. Il faut avancer avec le monde, parce que le monde est devenu quelque part un village planétaire, où on parle presque finalement le même langage, le langage du numérique. Il faut s'intégrer, mais ne jamais, au plus grand jamais se renier. Voilà, les valeurs que les parents ont inculquées en vous, il faut les garder. Les valeurs de respect, les valeurs d'abnégation, les valeurs de travail. Gardez cela, mais restez ouverts au souffle de l'humanité. Voilà, partagez le monde avec toutes les autres. Voilà. C'est de là que vous allez aussi vous enrichir en étant ouvert au souffle de l'humanité, au souffle des autres cultures, des autres peuples, mais tout en ayant quelque chose aussi à apporter à l'humanité, en ayant quelque chose à apporter. Parce que il y a une forme de transmission qui doit se faire. Les racines, les valeurs que vous avez eues, il faut aussi accepter de s'ouvrir aux autres, mais accepter aussi de partager ce que vous avez. Et cela, c'est le conseil que je pourrais dire à la jeune génération. S'ouvrir aux autres et accepter de partager ce qu'on a en commun. Voilà, chers téléspectateurs, c'est avec ces mots que nous allons fermer portes et fenêtres de cette émission. À très bientôt pour un nouvel épisode. Restez connectés sur la voie Diaspora 224. Merci beaucoup Jean et à très bientôt. À très bientôt et bon vent à la voie Diaspora 224. Merci monsieur. Merci.